Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je suis là avec Émilie. On va essayer de vous raconter une petite histoire de notre journée autour des fichiers OpenAPI et comment on a fait en sorte que nos développeurs front et back redeviennent copains. Donc moi, c'est Guillaume. C'est ma première fois à Paris RB. Voilà, donc, enchanté. Et je suis ingénieur chez Logiciel, du coup chez Penny Lane depuis 1 an et demi. Alors moi c'est Émilie, pareil, je suis ingénieure logiciel chez Penny Lane, mais depuis pas très longtemps, ça fait 2 mois, mais c'est pas ma première fois à Paris RB. J'étais déjà venue il y a longtemps, avant ça j'étais dans une autre boîte qui faisait des API et des applications mobiles. Et la dernière fois que je suis venue à Paris RB, j'ai parlé de parsing de CSV, mais du coup on va pas du tout parler de ça aujourd'hui, ça va être vachement plus fun. Donc notre histoire, nous, c'est un peu une histoire sur 6 mois qui a démarré du coup en février de cette année. Et on va s'arrêter nous en septembre, même si l'histoire continue au quotidien. Et du coup, c'est un peu les différents sujets qu'on va voir aujourd'hui. Et on va vous présenter l'histoire sous forme de besoins qu'on avait et solutions ou réponses qu'on a trouvées. Donc avant cette histoire, je vous donne juste un petit peu de contexte pour vous expliquer en fait, que vous compreniez mieux le cadre. Donc Penny Lane, c'est en gros une plateforme de gestion financière et comptabilité pour les dirigeants d'entreprise et pour les experts comptables. Et c'est une société qui a été fondée en janvier 2020. Donc il y avait un seul dev en janvier 2020. Et en février de cette année, on était déjà 15 devs. Aujourd'hui, on est, je crois, 40 ou 42. Donc c'est pour dire qu'en fait, on n'avait pas forcément beaucoup de certitudes, mais on savait où on allait. Côté stack, on est sur une app du coup Rails React. Et du coup, le front est en TypeScript. Et on utilise les JBuilder pour communiquer entre les deux. Donc pour préparer en gros toutes les props de nos composants React ou notre réponse Ajax sous forme de JSON. Et on adore chez Penny Lane tout ce qui est fichier automatique pour partager des informations entre le back et le front. On avait des fichiers génériques qui nous permettaient de partager les routes, des constantes, etc. Donc du coup on va commencer en février 2021 et ce qu'on s'est dit c'est ok, là on va faire un point sur les problèmes qu'on a, les besoins qu'on va avoir dans les mois qui vont arriver. Le premier problème qu'on avait, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est plus un symptôme d'autres problèmes. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, on avait beaucoup de if dans nos serializers. Donc, dans tous nos fichiers JBuilder, on avait des if un peu partout. Et pourquoi on avait des if? Parce qu'on partageait ces serializers entre endpoints. Donc, en fait, on s'était dit, on va faire un serializer par ressource plutôt que de le faire par endpoint. Et du coup, on avait effectivement des if qui testaient si oui ou non telle association était loadée, si tel champ avait été select, etc., etc. Ça, c'était plutôt un symptôme qu'un problème en réalité. Mais un autre problème qu'on a eu qui était beaucoup plus urgent, c'est qu'en fait, on s'est dit que ce serait pas mal d'embaucher des gens qui font essentiellement du front, parce que notre besoin, il était front. Et le fait d'embaucher des gens qui font que du front, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas leur demander de maîtriser toute la partie Rails et toute la partie back. Eux, ce qu'ils veulent, c'est idéalement une API, des endpoints à appeler, une API documentée, savoir qu'est-ce qu'ils vont envoyer en JSON, qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Et en gros, ils doivent juste se soucier de ça. Mais nous, on n'avait pas de documentation, on partait du principe que tout le monde était full stack. Donc déjà, ça c'est devenu un problème un peu urgent. Et on a eu un autre problème relativement urgent, c'est qu'on s'est dit, tiens, en fait, on va sans doute avoir besoin de développer une API pour nos clients. Et alors là, du coup, ça veut dire, ok, là, il faut vraiment la documenter, l'API. Là, il faut vraiment faire en sorte qu'on envoie des erreurs pertinentes si jamais l'API elle est mal utilisée ou que le JSON qui est envoyé ne correspond pas à ce que le endpoint est censé attendre. Et du coup, c'est ce problème-là en premier qu'on a essayé de traiter. Donc ça, c'est pour que vous ayez en tête la tête de nos JBuilder. Donc les JBuilder, voilà, vous voyez, il y a des if un peu partout qui vérifient effectivement si telle association est loadée, si tel champ existe ou pas. Et on verra plus tard qu'en fait, ce problème-là, il va être résolu parce qu'on a résolu d'autres problèmes. Et du coup, en fait, le fait de résoudre ces autres problèmes, ça va résoudre ce problème-là. Je te donne ça. Ah yes, pas mal. Ah yes, pour que je puisse... Ok, donc notre premier problème, le plus urgent, c'était faire en sorte qu'on documente le plus rapidement notre API et qu'on ait des erreurs un peu parlantes pour que des gens qui ne connaissent pas notre codebase puissent utiliser l'API normalement. Et là, en fait, on est tombé sur une librairie assez cool qui s'appelle Committee, qui prend en entrée des fichiers OpenAPI, donc des fichiers OpenAPI qui permettent de spécifier une API. Et globalement, cette librairie, elle consomme ce fichier et elle permet de valider, en fait ce qui nous intéressait, c'est surtout de valider une requête et de valider que la requête qu'on reçoit sur un endpoint, elle respecte bien le schéma qui est défini dans le fichier OpenAPI. Et ce qu'elle fait en plus, qui est assez cool, c'est qu'elle permet de générer des erreurs... Alors comment tu fais le petit truc magique comme ça? Oh, yes. Waouh, trop beau.
Elle permet de générer des erreurs du type, voilà, bah là, tu t'es planté, il manque name et l'email du mec quand tu veux créer sans doute un utilisateur. Donc ça, c'était assez gratuit, donc on a utilisé cette magnifique API, cette magnifique librairie. Ce qui est cool, c'est qu'on peut utiliser soit comme un middleware comme ça, soit directement en créant un objet request validation dans un before action. Ça, vous pourrez regarder, on vous envoie les slides après si vous voulez regarder en détail. Alors, la suite. Et ce qui est cool, c'est que cette API, cette librairie, elle permet aussi d'utiliser des petits helpers que vous pouvez utiliser directement dans vos specs pour vérifier, et ça c'est vachement intéressant, pour vérifier que ce que vous implémentez dans votre API, ça fait bien ce qui est dit dans le schéma, quoi. Donc typiquement, là vous pouvez vérifier que la requête que vous envoyez, elle correspond bien à ce que vous avez défini dans le fichier OpenAPI. Pareil pour la réponse, mais ça, au moment où en fait on définit ça pour des clients, en fait nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la requête que la réponse. Mais on va en avoir besoin plus tard. Ensuite, donc là, on est en avril-mai, du coup on est content, on a résolu notre problème de documentation d'API, on a un énorme fichier OpenAPI avec tout qui est bien documenté. Mais on a toujours le problème qui devient de plus en plus urgent, qui est comment on fait pour que les devs front-end ils puissent facilement utiliser l'API. Parce que pour l'instant, le fichier OpenAPI, il est utilisé que pour la partie externe de notre API et pas pour la partie interne. Donc là, on a commencé à de plus en plus utiliser notre fichier OpenAPI pour documenter tous nos endpoints qui existaient pour que les devs front-end puissent utiliser directement cette documentation. Et là, on est tombé sur une autre librairie super cool qui s'appelle OpenAPI Client Axios, qui est une librairie front. Alors, on va un tout petit peu parler de front, je suis désolée. On va un peu parler de TypeScript, de React. Mais bon, c'est quand même cool, ils sont sympas, c'est des front-end. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que cette API, cette librairie, elle permet, pareil, de consommer un fichier OpenAPI et elle génère des types TypeScript et notamment des méthodes un peu cool qui permettent directement d'avoir toute la partie routing typée en TypeScript, ce qui fait que les devs front-end, ils écrivaient des trucs du style get companies /id /customer, ils définissaient une route un peu manuellement. Et en fait, on leur a un peu donné gratos un client qui permet de directement appeler les URL de cette manière. Donc ça, c'était cool. Et en plus de ça, on a tous les types TypeScript qui sont générés pour chaque endpoint. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, ce que ça consomme, cette librairie, c'est un super gros fichier de OpenAPI de ce style. Et ça vous génère un type TypeScript avec tous les champs qui sont potentiellement optionnels ou qui sont potentiellement nuls ou qui sont potentiellement des sous-objets que vous définissez par ailleurs, vous pouvez réutiliser dans le fichier OpenAPI. Donc ça, c'est pour la partie... donc là, on a résolu nos deux problèmes. Documenter une API pour nos clients, documenter une API pour nos devs front-end. Et du coup, on est en juin. Et malheureusement, l'histoire n'est pas toute rose, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Le premier problème, c'est qu'en fait, c'est très bien d'avoir un super fichier OpenAPI où tout est documenté, mais là, je pense qu'en juin, on est peut-être 25 devs. Quand on est 25 devs à faire des commits sur ce fichier, il y a énormément de conflits en permanence. Et du coup, c'est un peu l'enfer d'avoir un seul fichier. Le deuxième truc, c'est qu'il nous reste quand même toujours des ifs dans nos serializers, et c'est assez dur quand on fait des fichiers OpenAPI de faire du conditionnel sur les réponses OpenAPI. On doit utiliser des éléments comme des all-off, any-off, etc., qui sont assez durs à manipuler et qui en prébutent quelques personnes. Le troisième problème, c'est qu'on commence à avoir des devs front-end et ils nous répondent que les réponses ne sont pas consistantes. C'est-à-dire qu'on a une documentation OpenAPI, mais eux, quand ils font l'endpoint, ils n'ont pas forcément le même nombre de clés ou les mêmes éléments dans l'endpoint. Et enfin, le dernier truc, c'est que on est peut-être 25 devs, on est peut-être une dizaine à avoir compris cette histoire de fichier OpenAPI, on est 15 qui ne l'utilisent pas encore, et du coup, comment on est sûr que tout le monde l'utilise? Parce que c'est comme ça que ça va marcher. Donc en juillet et août, donc on a fait après avoir fait ce constat en juin, on décide de régler d'abord les deux premiers problèmes. C'est régler le problème des conflits et voir comment tout le monde peut savoir écrire des fichiers OpenAPI sans aucun problème. Donc pour le sujet des conflits, un peu pareil, on va sur internet, on cherche le bon outil de tooling pour faire ça. Et il s'avère du coup qu'il y a un outil de tooling open source qui est fait par Redocli, qui est une librairie de documentation, qui permet en fait de splitter le fichier OpenAPI en plusieurs fichiers. Et du coup, on a décidé de faire un split nous par contrôleur, tout simplement, parce que du coup, c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent sur un contrôleur. Et on va du coup bundle ce fichier OpenAPI dans un gros fichier OpenAPI
qui certes lui aura des conflits, mais on peut le régénérer automatiquement et mettre la bonne GitHub Action qui va bien. Le second problème, c'est du coup comment aider les gens à mieux écrire dans ces fichiers OpenAPI. Et donc là, on a identifié un IDE qui s'appelle Stoplight, qui vous permet d'écrire facilement des fichiers OpenAPI et surtout de générer une documentation OpenAPI en copiant-collant des JSON. Donc en fait, si on prend un endpoint qui existe déjà, on récupère la réponse, on console-log la réponse côté front-end, on la copie-colle ici, on se retrouve avec une documentation OpenAPI fait tout seul. Ensuite, donc là, l'été est passé, et donc en septembre, on décide de régler les autres problèmes. Donc le premier, c'est que les réponses ne sont pas consistantes. On n'a pas forcément le même nombre de clés dans chaque réponse. On a des éléments de nos réponses qui sont optionnels. Et la deuxième chose, c'est comment être sûr que les gens utilisent nos fichiers OpenAPI. Donc pour la première réponse, le constat tout simplement, c'est qu'il ne faut pas de valeur optionnelle dans nos réponses et dans nos endpoints. Parce que du coup, le développeur front-end, il ne va pas savoir si le développeur back-end a bien documenté, mais il a oublié de le rajouter dans le JBuilder dans la réponse, ou si en fait c'est juste mal documenté. Donc on a besoin de renforcer cette confiance. Donc ce qu'on faisait avant, c'est que tout simplement, on mettait, si jamais on a le nesting model qui existe sur notre modèle, du coup on le sérialise, et si on l'a pas, on ne le sérialise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, JBuilder vous envoie une erreur si jamais vous essayez de renvoyer nil en utilisant un partial. Il va dire qu'il ne va pas savoir quoi faire. Donc ça, on dit, ok, pas de valeur optionnelle, donc moi je renvoie tout le temps. Si jamais je ne l'ai pas, je mets une réponse nil. Le problème, c'est que faire ça, on se retrouve avec plein de if, et ça ne va pas du tout avec notre objectif qui était de réduire notre note de if. Donc, malheureusement, pas trop de solutions, si ce n'est un monkey patching de JBuilder, qui s'assure qu'en fait, que nous, quand on écrit JSON nested module comme ça, si c'est nil, pas d'erreur, on laisse passer et on renvoie nil. Premier patch qu'on fait, c'est ça. Deuxième patch, c'est qu'en parallèle, en compagnie, on essaye de rester à jour sur les versions de Rails. Et dans la version de Rails, la version 6, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle le strict loading. C'est-à-dire que ça soulève une exception dès que vous faites une N+1 sur un modèle. Donc vous pouvez prendre votre modèle, faire .strict loading, et du coup, prochaine fois que vous chargez une association, ça va casser. Donc alors première solution, c'est vous prenez un JBuilder et vous ne mettez pas du tout de if pour savoir si l'association est chargée. Et là, potentiellement, dans certains cas, vous pouvez retrouver avec une N+1 si dans le contrôleur, vous avez oublié de faire un preload. Du coup, on se retrouve à faire des solutions comme ça, où on vérifie est-ce que l'association est chargée ou pas. Mais encore une fois, ça ne va pas du tout avec notre objectif de réduire des ifs. Et donc, on a, deuxième fois, patché JBuilder pour s'assurer que, en fait, on fasse du strict loading sur l'ensemble des collections qui passent parmi nos JBuilder. Enfin, notre dernier problème, du coup, c'était l'adoption. Comment on peut s'assurer que, du coup, tous les gens l'utilisent. Parce que, du coup, quand on est une équipe on commence à être 40, c'est assez dur de communiquer ou de faire des trainings aux gens parce qu'il y a forcément quelqu'un en vacances ou quelqu'un qui rate un message Slack. Donc, malheureusement, il n'y a pas trop de secrets. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos linters pour ça. Donc, on a créé un plugin ESLint maison et un plugin Rubocop aussi. Et du coup, on crée des règles ESLint et des règles Rubocop qui sont soit en warning, soit en erreur, en fonction du niveau d'importance, qui rappellent aux gens que du coup, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, avec un bon message d'erreur qui va bien. Et enfin, le dernier truc, c'est que pour les sujets importants, on rajoute une spec Ruby qui tout simplement fait péter la CI si jamais vous ne respectez pas les nouvelles normes. Et donc ça nous a permis de nous assurer que tous les nouveaux endpoints qui sont créés ont forcément leur documentation et que dans la documentation, il n'existe pas de endpoints qui ont été supprimés par quelqu'un. Comme ça, on est sûr que notre documentation reste à jour. Et du coup, on est maintenant. Là, on a fini notre voyage de comment on a fait pour régler ce problème. Et du coup, donc tout long did and read, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le problème, il y a des clients qui vont utiliser notre API. On a utilisé Community et OpenAPI pour documenter notre API. On a de plus en plus de devs qui arrivent et ils sont devs front-end. On utilise toujours OpenAPI et on génère des types TypeScript avec ces fichiers OpenAPI. On a des conflits dans le fichier OpenAPI, et on le split en plusieurs fichiers. OpenAPI, c'est compliqué à utiliser et c'est compliqué à écrire, on utilise Stoplight. Et donc les réponses qui ne sont pas consistantes, on fait en sorte de patcher JBuilder. Et comment on fait pour être sûr que tout le monde l'utilise? On met des warnings, on met des specs, on met des cops, on s'assure que tout le monde l'utilise.
Donc ça, c'était notre, vous vous souvenez, c'était notre JBuilder en février 2021. Et bah ça, c'est notre JBuilder en novembre 2021. En fait, déjà, il y en a 2. Parce qu'en fait, du coup, là, on s'est quand même dit, tiens, on va commencer à utiliser des JBuilders par endpoint et pas par ressource. Mais surtout, bah, en fait, comme on n'a plus besoin de tester si telle ou telle association est loadée ou pas, ou si tel champ existe ou pas pour le serialiser, on se retrouve avec des JBuilders qui, du coup, n'ont plus de if. Et en fait, en essayant de solutionner les autres problèmes, bah, on a réglé le problème qu'on avait au départ, qui était on avait plein de if dans nos JBuilders. Et ça nous a pris 6 mois à faire. Et globalement, on a encore plein de choses à faire, parce qu'il y en a encore des JBuilders avec des if, on va pas se mentir. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on n'a rien fait d'incroyable. En fait, on a utilisé des librairies, on a fait en sorte de solutionner des problèmes, on s'est posé en réfléchissant, ok, comment on fait pour solutionner le problème. On les a fait au fur et à mesure, on a pris du temps pour le faire. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, maintenant, on a encore plein de choses qui arrivent, du style, là, maintenant, on commence à faire en sorte de générer des queries, donc des queries au sens React Query du terme, pour que les devs front-end ils aient encore plus de facilité à utiliser notre API. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, et bah, nous aussi, on recrute. On ne l'a pas écrit sur la slide, mais n'hésitez pas. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Yes. J'ai en fait une question sur votre organisation entre dev front et dev back. Vous êtes organisé comment, en squad, ou vraiment il y a les dev front d'un côté et dev back de l'autre, et comment vous interagissez un petit peu ensemble de manière générale? Vas-y, je te laisse répondre. Ouais, du coup, on a des squads. En fait, historiquement, déjà, dans les 15 devs qu'on avait en février, on recrutait que du full stack. Sauf que du coup, bah, c'est de plus en plus dur de recruter des devs. Donc, c'est bien aussi de permettre de recruter du front et du back, et on n'a pas forcément les mêmes besoins. Mais par contre, on a des stacks qui sont assez homogènes. Donc, on fait généralement des squads de, je pense, c'est 7 personnes. Il y a un PM, un designer, souvent quelqu'un de la data science qui est privilégié pour contacter ça, et ensuite 4 à 5 devs par squad. Et dedans, tu peux retrouver, on va dire, 2-3 devs full stack, un dev front et un dev purement back. Donc c'est assez homogène, et du coup dans les stand-up on discute, ils ont des besoins, et du coup on peut tous les aider. Et ce qu'on leur dit globalement, c'est s'il y a vraiment un dev front et back qui doivent travailler en même temps sur la feature, ils rédigent d'abord ensemble la documentation OpenAPI pour un peu signer le contrat qu'ils vont faire. Et au lieu de travailler le back puis après le front, où en fait bah, là c'est la problématique parce que le front va détecter des problèmes et on va faire un aller-retour au back sans cesse, bah, ils vont travailler en parallèle parce que du coup le front a tout ce qu'il faut, parce qu'il a ses types générés, ses requêtes générées, il peut travailler, le dev back va travailler de son côté aussi, et du coup en stand-up tout de suite ils peuvent dire s'il y en a un qui rencontre un problème, et du coup on met à jour la documentation, et du coup ça fonctionne tout ça. J'avais une question qui était à moitié répondue là. Du coup, la source de la vérité, c'est la doc OpenAPI et pas le code Ruby qui génère. C'est ça, c'est qu'en fait. l'API. Du coup, comment vous assurez que, en fait, dans le code Ruby, on a bien écrit ce qu'on avait écrit dans la doc? Et bien ça, c'est ouais, c'est la spec magique. Alors, attends, où est-ce que c'est? Je pense qu'on l'a écrit, mais on n'a pas mis d'exemple de la spec en question. Alors, où est-ce que c'est? C'était après, peut-être? Avant. C'est avant ça? Avant. C'est là. Derrière. Un plus loin. Un plus loin. Reviens. Plus loin. Vas-y, Tiens. dans l'autre sens. Y arriver. Là. Ah yes, ouais. Du coup, on fait des tests sur nos contrôleurs en fait. Et du coup, nos contrôleurs, on leur dit de tester la réponse get et de vérifier que ça correspond bien, qu'on envoie bien la bonne réponse et qu'on voit bien les paramètres en entrée. Du coup, la source de vérité, c'est vraiment le fichier OpenAPI. Et si, en gros, ils sont pas d'accord, ça peut arriver, hein, bah, du coup, à ce moment-là, c'est un peu une politique de le dev backend a sûrement oublié la spec ou un élément comme ça. Il y en a aussi, en fait, ce qu'on disait un peu plus tard, c'est qu'on a aussi une spec qui vérifie que tout ce qui est documenté est implémenté et que tout ce qui est implémenté est documenté. En gros, s'il y a une route qui existe qui n'est pas documentée, ça pète, et s'il y a une route qui est documentée mais qui n'existe pas dans le fichier route.rb, bah, ça pète aussi. Merci. Oui, ma question vient du fait que chez nous, on utilise Grape, du coup, on a la vérité dans le code et l'aspect d'API est généré à partir du code. Okay. Mais bon, c'est un autre approche. Merci.
D'autres questions? Moi, je me demandais, le strict loading, vous l'avez toujours en prod ou pas? Parce que tu as dit que vous avez mis le strict loading, mais c'est juste pour les specs ou en prod aussi? Non, non, on prend aussi. Parce que tu préfères avoir une requête qui pète qu'une requête qui prenne 10 secondes? On veut pas faire de N plus 1. Ok. Mais ça doit juste plus t'arriver, non, en vrai. Non, ça nous arrive C'est plus. une phase de dev et de test et tout ça. Ouais. Non, non, Si tu monitores ta prod, tu dois plus l'avoir. non, mais généralement, ça peut pas arriver en production. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais bien sûr. C'est juste que il s'avère que des fois, on peut écrire un contrôleur, on oublie de faire un preload et en fait, il est dans le. On avait commencé à écrire le JBuilder et du coup on l'a oublié. Mais en théorie, non, ça peut pas arriver. Si tu as bien testé ton truc, ça peut pas arriver en prod. Est-ce que vous avez une norme pour les erreurs, pour le format d'erreur envoyé? Dans le schéma, dans l'API. Ouais. Du coup, ce qu'on a en réalité, c'est sur notre API interne, nous on a juste l'aspect qui vérifie que du coup le endpoint répond bien. Et le seul middleware qu'on a, du coup si tu évoques ça, c'est sur les requêtes de l'API externe qui nous envoie. Et on a customisé quelques messages d'erreur, mais en fait notre API externe est beaucoup plus petite que notre API interne, on a peu d'endpoints. Et du coup, souvent ça suffit de dire que vous n'envoyez pas la bonne chose au bon format. Mais en fait, on n'a pas de middleware de validation de requête en interne. Parce qu'en théorie, on a une spec qui est écrite. Et là, c'est moins grave si ça pète en interne parce que la vraie crainte, c'est si jamais on a quelqu'un de l'externe qui nous met des mauvaises données dans notre base de données. Et ça, on ne veut pas. D'autres questions? Trop bien, bah merci. Merci tout le monde.